Je pensais ne courir aucun danger la fois où je l'ai vu escalader le grillage du jardin. Et puis, il y a eu la rencontre, l'enquête, les rumeurs, ma conclusion, ma fille et la nouvelle vision de la vieille dame dans mon jardin. Au moindre grattement derrière les murs, au moindre craquement de plafond, je sursaute et je frissonne de la tête aux pieds. J'ai tellement peur pour ma fille. Tellement. J'avais 9 ans à l'époque de ces faits terrifiants. Avec mes parents et mon frère, j'habitais une grande maison dans la banlieue toulousaine. Il y avait d'autres pavillons autour du nôtre, notamment celui de la veuve de l'ancien maire du village. C'était une femme très laide, mais très gentille. Elle ressemblait au cliché qu'on se fait tous d'une vieille sorcière. C'est-à-dire un gros poireau noir au bout de son nez crochu, un menton en galoche, des petits yeux perçants, de longs cheveux grisâtres entourés d'un châle sombre et d'une robe grise avec des grands escarpins à boucles. Ah non, et je l'ai oublié. Ses mains sont terriblement longues et osseuses, aussi grandes qu'un avant-bras. À contrario de son physique, le caractère de cette vieille dame était vraiment sympa, et par les trous du grillage qui séparaient nos deux jardins, elle nous filait des bonbons, avec des emballages multicolores. C'est sûr, on n'aimait pas trop ses mains, mais l'amour des bonbons était bien plus fort que nos appréhensions. Nous, c'est moi et mon frère aîné Philippe. Il n'a jamais été témoin de ce que j'ai vu, mais lui aussi entendait des grattements derrière les murs de sa chambre et la porte de son placard. Après avoir lourdement insisté, mon père a fini par poser des tapettes à souris dans divers endroits de la maison. Il ne se passait pas une nuit sans qu'une de ces petites bestioles ne se brise la nuque sur la fine barre de fer. Le lendemain matin, mon père s'arrangeait pour nous épargner la vue de leurs cadavres. Une fois, je l'ai entendu pousser un juron pas très loin de ma porte. Par le trou de la serrure, je l'ai vu partir vers la cuisine, et j'en ai profité pour sortir de ma chambre. Mauvaise idée. Il y avait une tapette dans un angle du couloir. La souris piégée avait été dévorée, son corps était éparpillé sur le carrelage. Les griffes étaient arrachées des pattes, des morceaux de chair et des entrailles gisaient autour de la tapette. Il y avait aussi des petits os cassés et grignotés. J'ai eu le temps de regagner ma chambre avant que mon père ne revienne. On n'avait pas de chat, et je me demandais bien quel animal pouvait avoir fait ça. Et j'ai eu des nausées pendant plusieurs jours après cette horrible découverte. Malgré les nombreux pièges, les grattements n'ont pas cessé. Parfois, dans la nuit, j'entendais les tapettes à souris claquer. C'était effrayant. À cause des cadavres déchiquetés, mon père a fini par appeler un dératiseur. Le technicien est venu poser des boîtes rectangulaires avec du poison bleu à l'intérieur. Cela a été très efficace. Les souris ont déserté la maison et les grattements ont presque tous cessé. Je dis bien presque, car parfois la nuit, j'entendais toujours un léger grattement sous la fenêtre de ma chambre. Contrairement à celle de mon frangin, ma fenêtre donnait sur le grillage de la veuve du maire. Une fin d'après-midi, alors que je fermais mes volets, et j'ai vu une masse noire monter rapidement ce grillage et redescendre de mon côté. C'était bien trop gros pour être un chat. Quoique, sur le moment, j'ai espéré avoir vu un animal. J'ai aussitôt alerté ma famille. Je leur ai dit avoir aperçu l'animal qui déchiquetait les souris. Mon père m'a fait sa tête des mauvais jours, car je n'étais pas censé être au courant de ce détail sordide. Avec mes mains, je lui ai montré la taille que faisait cet animal, et il m'a répondu à juste titre qu'il était bien trop gros pour s'introduire dans la maison. La rencontre s'est répétée le lendemain soir, toujours au moment où je fermais mes volets. J'ai hurlé pour que tout le monde m'entende, surtout que la masse sombre rampait vers le fond de notre immense jardin. Elle avançait un peu comme une chauve-souris, une patte après l'autre, en plantant ses griffes dans la terre, car il ne pouvait pas s'agir de ses mains. Son corps était vraiment étrange, aussi large que plat. Voulant tirer cette histoire au clair, mon père a été chercher une lampe torche et a inspecté le jardin pendant une bonne dizaine de minutes, sans succès. La nuit de cette seconde rencontre a été vraiment terrifiante. D'une part, parce que l'étrange animal me dévorait dans mon cauchemar, d'autre part, quand je me réveillais, les grattements sous la fenêtre de ma chambre me semblaient si forts que j'avais l'impression que des griffes ou une mâchoire gigantesque creusaient mon mur. J'ai fini ma nuit sur la moquette de la chambre de mes parents, et même si ce n'était pas très confortable, je m'y sentais nettement plus en sécurité. Le lendemain matin, après les petits déjeuners, j'ai été examiner mon mur. Il n'y avait rien, aucune trace de griffe sur le crépi. Toutefois, au pied de ce mur, la terre était retournée, comme si quelque chose avait creusé un trou, puis l'avait rebouché. Sans réfléchir, j'ai creusé un peu et, au moment où je me traitais d'idiot, j'ai découvert un vieux papier de bonbons à l'emballage décoloré. Découverte banale, me direz-vous? Eh bien, pas tant que ça, puisqu'à l'intérieur,
j'ai découvert plusieurs petits os grignotés. Alors que je bondissais chez moi pour montrer ces importantes découvertes à mes parents, et j'ai cru faire un arrêt cardiaque quand j'ai croisé le regard perçant de la vieille veuve derrière son grillage. Elle me faisait un petit coucou d'une main, tandis que l'autre tenait une poignée de bonbons aux emballages multicolores. En plus, elle se tenait à l'endroit exact où la chose sombre avait plusieurs fois escaladé le grillage. Je lui ai rendu son coucou, mais prétextant des devoirs à faire, je suis rentré chez moi sans prendre les bonbons. J'ai montré à mes parents la preuve flagrante qu'il se passait un truc pas clair autour de la maison. Malheureusement, mes os emballés dans un vieux papier de bonbons ne prouvaient rien. C'était même assez idiot de ma part de leur montrer ça. Et je me suis un peu vexé de leur ricanement. Plus la nuit approchait, plus j'angoissais. Je me disais que si je fermais les volets avant que mon jardin ne soit plongé dans l'obscurité, je ne verrais pas cette chose. Mais quand on est gosse, on veut toujours se rassurer, se dire qu'on a rêvé, qu'il n'y a pas de monstre caché sous son lit, dans son placard ou autour de sa maison. C'est pourquoi j'ai poussé le tabouret du bureau jusqu'à ma fenêtre. Assis dessus, le cœur battant, j'observais attentivement tout ce qui se passait dans mon jardin, et je sursautais au moindre mouvement de branche. Je m'attendais à ce que n'importe quoi surgisse et m'arrache le cœur ou me crève les yeux. C'est fou le nombre de visions horribles qu'on peut avoir quand on ne se sent pas en sécurité. C'était long, très long. J'avais l'impression que la nuit tombait au ralenti. Angoissé comme jamais, je regardais la clôture disparaître petit à petit. La seule chose rassurante était le bruit que faisait ma mère dans la cuisine et le son diffus de sa radio. Soudain, le chien de l'autre voisin a aboyé comme un taré. J'ai fait un de ces bonds avant de rire comme un idiot. Mon courage a décidé de la suite, c'est-à-dire qu'il était temps de fermer les volets. J'ai étendu mon bras gauche pour attraper le crochet qui retenait le volet et... un truc m'a agrippé le poignet. C'était glacial. J'ai crié, me suis vaillamment débattu avant de tomber le cul sur la moquette. J'ai reculé très vite sur les mains, mais mon placard m'a empêché d'aller plus loin. Terrorisé, j'entendais cliqueter quelque chose sur le rebord métallique de ma fenêtre, comme si des aiguilles à tricoter picotaient sa surface. Une chose horrible s'est alors dressée devant moi. Un front bosselé et ridé est apparu en premier, puis deux yeux d'un rouge très vif. Ses yeux étaient globuleux, sans paupières. À la place du nez, un long museau me reniflait de loin. La bouche, enfin si on peut appeler ça une bouche, était remplie de dents pointues qui bougeaient à l'intérieur, comme les pattes d'un mille-pattes. Elle m'a fait penser à la gueule d'un animal dégoûtant, la lamproie. Sa langue longue et brunâtre sortait et entrait à un rythme irrégulier entre ses dents. L'ensemble du visage avait une forme triangulaire et pivotait sur un long cou, et j'étais complètement tétanisé par cette horreur. Je n'arrivais pas à bouger le moindre muscle. Un bras est comme tombé sur la moquette. Enfin, il n'était pas vraiment tombé. Il mesurait toute la longueur entre le bord de la fenêtre et le sol. On aurait dit une branche morte, ayant perdu une partie de son écorce. Entre ce qui me semblait être des plaies, la peau m'évoquait un cuir très dur. Au bout du bras, 4 longs doigts crochus s'approchaient de moi, à la manière d'une araignée. Ma mère a hurlé, elle me secouait par les épaules, pleurait. Plus tard, j'ai appris que j'avais les yeux grands ouverts en regardant la fenêtre et qu'une écume blanchâtre sortait de ma bouche. La chose a remué sans un bruit. Sa disparition a coïncidé avec mon réveil et j'ai hurlé à mon tour. Me suis débattu et puis, après m'être évanoui, je me suis réveillé avec une bouillotte sur la tête. Ma mère était assise sur mon lit, me caressant le front. J'ai aussitôt regardé ma fenêtre et évidemment, elle avait l'apparence d'une fenêtre. J'ai supplié ma mère pour dormir dans sa chambre ou sur le canapé du salon. Et si elle a accepté, ça n'a duré qu'une nuit. La nuit suivante, je l'ai passée dans mon lit. Et j'ai cru que j'allais devenir cinglé. Je tremblais d'effroi au moindre bruit. Enfin non, pour moi ce n'était pas des bruits. C'était des grattements du monstre qui creusait mon mur pour rentrer dans ma chambre et sucer mes os comme ceux des petites souris. Constatant que mon état mental se dégradait, ma mère m'a emmené chez le médecin. Il m'a trouvé stressé et a prescrit un relaxant que je prenais chaque soir avant de me coucher. C'était plutôt efficace, car à la nuit, j'entendais les grattements au loin, à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Le matin, je me réveillais en me disant « Tu vois, ce n'était qu'un rêve, ce monstre n'existe pas ». En plus, pour éviter la vision du grillage, j'ai fermé mes volets bien avant la tombée de la nuit, et les fois où j'ai oublié de le faire, j'ai trouvé une excuse pour que l'un de mes parents s'en charge. Autre chose m'a rassuré peu après mon hallucination. La mort de ma voisine. Enfin, je n'ai pas été rassuré longtemps, car j'ai appris les causes de sa mort. Suicide par ingestion d'un produit toxique. La mort au rat. Pour moi, c'était évident que le monstre c'était elle, mais sous une autre forme. Que la nuit, elle se transformait en cette chose immonde pour bouffer ses petites bestioles. Mon histoire aurait pu s'arrêter là,
si quelques semaines après sa mort, je n'avais pas retrouvé un vieux papier de bonbons au pied de mon lit. À l'intérieur, plusieurs os blanchâtres avaient été grignotés ou sucés. J'ai crié, ma mère a accouru, m'a demandé ce que je faisais avec ces os dégoûtants dans ma chambre. Et j'ai eu beau lui expliquer que le monstre les avait mis au pied de mon lit, elle ne m'a pas pris au sérieux, et j'ai eu le droit à une seconde visite chez le médecin. Bien sûr, selon lui, j'étais sain de corps, mais mon esprit était perturbé par des problèmes que transformait ma débordante imagination. Ma mère a aussitôt fait le rapprochement avec mon manque de discipline scolaire et les quelques petites bagarres dans la cour de récréation. Elle a aussitôt pris rendez-vous avec la directrice et l'assistante sociale, mais cet entretien n'a jamais eu lieu. L'après-midi de la découverte du vieux papier avec les os, après avoir joué au petit garçon modèle et parfaitement équilibré, j'ai décidé de fouiller le jardin. Sous ma fenêtre, après avoir creusé la terre avec un outil secrètement emprunté à ma mère, j'ai découvert plusieurs autres vieux papiers de bonbons, et à l'intérieur, des os grignotés. Même si je me suis fait engueuler pour les trous dans le jardin, ma mère s'est enfin rendue à l'évidence. Il se passait un truc pas normal autour de sa maison. Elle m'a aidé à creuser. Sous le mur adjacent à la chambre de mon frère, on en a découvert d'autres. Certains papiers contenaient des os de la dimension d'un phalange. Mon père, qui venait de rentrer du travail, nous a aidés un peu avant de se décider d'apporter nos trouvailles à la gendarmerie. On a aussi découvert que sous la grande haie qui encadrait la partie ouest du jardin, la pelouse et la terre étaient aplaties. Comme si une chose d'une taille anormale passait souvent dessous. Les événements ont pris une autre ampleur quand un gendarme a téléphoné à mon père pour lui donner les résultats de l'analyse génétique des os. Si la majorité appartenait bien à des rongeurs, quelques-uns étaient classés dans la catégorie hominidés, autrement dit, notre espèce. Malgré le refus de ma mère qui ne voulait pas qu'on massacre ses parterres de fleurs, de toute façon, elle n'avait pas le choix, le jardin a été retourné de fond en comble. Après le passage d'une petite pelleteuse, on n'avait plus qu'un terrain vague autour de la maison. Le résultat n'a pas été à la hauteur de l'espérance des gendarmes. Ils n'ont trouvé qu'une dizaine d'autres papiers de bonbons sous ma fenêtre et celle de mon frère. Si l'État n'avait pas payé un jardinier pour remettre tout ça en ordre, je crois bien que ma mère serait devenue folle. Mon frère et moi avons été interrogés sur nos relations avec la veuve décédée, car je leur avais expliqué que l'emballage des papiers de bonbons ressemblait à ceux qu'elle nous donnait à travers le trou du grillage. Bien sûr, à l'intérieur, il n'y avait pas d'os, mais des vrais bonbons, et que notre relation s'arrêtait à un bonjour, merci, au revoir. Si j'ai parlé des cadavres déchiquetés des souris retrouvés autour des tapettes à l'intérieur de notre maison, j'ai évité ma rencontre avec le monstre alors que ça me démangeait. À l'image de certains films, je n'avais pas envie de passer une expertise psychiatrique. L'installation d'une caméra de surveillance dans plusieurs jardins du village a fait autant de bruit que les premières rumeurs colportées par les divers adultes et enfants. Certaines rumeurs racontaient que des parents n'avaient pas mentionné à la police des faits très étranges concernant des incidents mineurs survenus la nuit dans la chambre de leurs enfants. En effet, des gosses se seraient plaints d'avoir été méchamment mordus jusqu'au sang pendant leur sommeil. Certains s'étaient réveillés à cause des grattements et auraient vu une ombre épaisse passer sous la porte de leur chambre. Cette ombre rampait très vite sur la moquette et grimperait silencieusement sur les murs, les fixant de ses gros yeux rouges avant de sauter et de les mordre sévèrement. D'autres disaient que ce monstre avait l'apparence d'une grosse souche, avec 4 longues branches, mais que ça pouvait aussi passer sous la porte. On disait aussi que des papiers de bonbons avec des os plus gros avaient été retrouvés sur les fenêtres d'autres pavillons. Et toutes ces fenêtres appartenaient à des chambres d'enfants. Si toutes ces rumeurs étaient infondées, alors pourquoi avait-on installé ces caméras de surveillance dans les jardins, mais aussi dans les cimetières du village? Sa fouille avait été avérée, plusieurs squelettes d'enfants ont été exhumés, et si personne hormis la police n'a connu les résultats de cette investigation, il est facile de penser que des os manquaient à leurs cadavres. D'ailleurs, j'ai appris par un journaliste qui avait enquêté sur cette histoire que des caméras infrarouges avaient été aussi placées au-dessus des tombes d'adolescents et de celles de la veuve du maire. Il était donc évident que les gendarmes prenaient cette affaire de monstre rampant très au sérieux. 30 ans plus tard, je ne sais toujours pas ce qui s'est vraiment passé, si j'ai été victime d'une hallucination ou non. Ce qui est certain, c'est que quand je me rends sur la tombe de mes parents, j'ai toujours l'impression d'être observé, que quelque chose me guette, et dès que je tourne la tête vers une ombre que j'ai cru apercevoir sur le côté, j'assiste à un brusque envol de piaf, à un mouvement de branches, où j'entends le craquement des cailloux entre les tombes. Si je vous raconte cette histoire, c'est à cause du vieux papier de bonbons que m'a apporté ma gamine de 6 ans ce matin. Heureusement, il n'y avait pas d'os, mais l'emballage était décoloré. Et j'ai aussitôt piqué un sprint jusqu'au premier étage. J'ai fouillé sa chambre de fond en comble sans rien trouver. Et j'ai entendu un grattement près de sa fenêtre. Mon cœur battait au galop dans ma poitrine. Je me suis doucement approché de cette fenêtre et je l'ai vue. La vieille voisine de mon enfance. Je l'ai revue. Habillée d'un châle et d'une robe poussiéreuse,
Elle me faisait coucou d'une main tandis que de la paume de l'autre ouverte vers le ciel, des emballages de bonbons brillaient sous le soleil. J'aurais juré que la fente de ses yeux était rouge. On a tiré sur mon pantalon. J'ai cru faire un arrêt cardiaque. Et c'était ma fille qui demandait pourquoi j'avais couru jusqu'à sa chambre. Et je lui ai pas répondu. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre au moment où la vieille dame s'est aplatie avant de ramper à une vitesse inhumaine jusqu'au grillage. Elle a escaladé si rapidement qu'une seconde après, il n'y avait plus que le vent qui agitait les branches de l'arbre du voisin. S'il n'y avait pas eu ma fille, je ne sais pas combien de temps je serais resté devant cette fenêtre, car j'étais vraiment choqué par cette vision. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a récemment vécu les mêmes événements, a trouvé un vieux papier de bonbons dans sa maison ou dans son jardin, mais je tenais à vous mettre en garde, qu'elle existe et qu'elle est toujours vivante. Alors vérifiez bien l'espace sous la porte de la chambre de vos enfants, de vos adolescents, car à un moment dans la nuit, elle viendra les regarder dormir et, peut-être, pour des raisons que j'ignore encore, les mordira jusqu'au sang. Peut-être plus. La pluie ne cesse de tomber. Je suis le trajet vertical des gouttes sur la vitre de ma fenêtre. Je suis un peu inquiet. Voilà maintenant 4 jours qu'il me cherche. Et si jamais il savait où me trouver. Non. Non, c'est invraisemblable. Toutes les précautions sont prises. Ça fait 5 jours que je suis seul dans cet appartement. Je commence à avoir vraiment peur. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Dans l'obscurité, je ne sais pas ce qui peut me tomber dessus à tout moment. Les bruits de la nuit m'effraient. Le craquement du bois de l'escalier, les pas des rats au grenier, et d'autres sons, moins identifiables, plus inquiétants. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est eux qui font exprès de m'empêcher de dormir, pour m'attraper plus facilement. Je me suis levé, fatigué et apeuré. À ma fenêtre, il n'y a rien, ni personne. Mais je me sens épié, comme s'ils m'observaient sans que je puisse les voir. Je sais qu'ils en sont capables, je le sais. Je veux plus être seul. Je ne veux plus être dans le noir. Je sens leur présence sans cesse. Que vont-ils faire de moi quand ils m'auront attrapé ? J'ai été voir Sarah ce matin. J'aime Sarah. Elle ne parle pas beaucoup, mais sa présence est rassurante. Son odeur aussi. Sarah est ma meilleure amie, et après l'avoir vue, je me sens plus en sécurité. Je lui ai raconté mes peurs et mes doutes, et ça m'a soulagé pour un moment. Mais je ne peux quand même pas m'empêcher de penser qu'en ce moment, quelque part, partout, il me cherche. Et une inébranlable conviction m'habite sans cesse. Un jour, ils mourront. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai entendu leur hurlement difforme dans la rue hier soir. Je n'ai pas pu fermer l'œil après ça. Mon voisin est passé me voir ce matin. Il a dit qu'il sentait une odeur bizarre venant de mon appartement. Il a dit ça d'un air étrange, presque de reproche. Peut-être qu'il travaille avec eux. Peut-être même qu'il en fait partie. Je lui ai claqué la porte au nez et j'ai barricadé avec des planches. Ils ont eu mon voisin, mais ils ne m'auront pas moi. J'ai aussi débranché mon téléphone. Si je suis joignable, je suis repérable. J'ai obturé mes fenêtres pour qu'ils ne puissent plus m'observer. Et pourtant, je les sens toujours s'acharner sur moi. Je ne sais plus quoi faire. Ils sont là. Ils ont bloqué toutes les sorties de l'immeuble et en ce moment même, ils sont en train de défoncer ma porte. Je suis avec Sarah dans ma chambre. Je la regarde et ça me calme. Elle est si belle,
sans ses yeux ni sa peau. Elle a eu tort de crier quand je les ai enlevés la semaine dernière. Elle est bien mieux sans. Enfin, peu importe. Maintenant, elle ne crie plus. Elle est calme et ça me calme. Et je suis bien content de l'avoir accrochée au-dessus du lit. Ils viennent de défoncer ma porte. Ils arrivent. J'ai peur. Fait divers, le corps mutilé de la petite Sarah Roussel, 9 ans, disparue depuis 8 jours, a été retrouvé dans un appartement du 11e arrondissement de Paris. Son ravisseur, un patient relâché de l'hôpital psychiatrique il y a un mois, a été appréhendé sans résistance par les forces de l'ordre après une semaine de traque. Grâce à l'appel d'un voisin, la sauvagerie du meurtre révolte l'opinion publique. La petite Sarah ayant, selon les premières constatations, été crucifiée sur un mur et visiblement dépecée vivante. Interrogé, l'accusé prostré et visiblement terrifié a simplement répondu « Je la trouvais plus belle comme ça ». Bonjour, je vous appelle parce que j'ai acheté chez vous une machine à laver haut de point Ariston, et j'ai un problème avec cet achat. Bonjour, pourriez-vous exposer votre problème plus clairement ? Je vais vous raconter depuis le début, ce sera plus simple. J'ai commencé par remarquer régulièrement que mes chaussettes disparaissaient au cours de mes machines. Parfois, c'était juste une chaussette, mais souvent plusieurs. J'ai déjà vérifié le filtre et dans le joint, mais rien. Elles avaient tout simplement disparu. Et puis récemment, j'ai eu une sorte de problème. J'ai vraiment besoin de faire disparaître mes chaussettes, mais il ne se passe plus rien. Et ce n'est pas une bonne nouvelle que cette disparition ait cessé ? Non, pas vraiment. J'ai réellement besoin que la fonction revienne. Est-ce qu'une prise en charge par le SAV est envisageable pour rétablir celle-ci ? Non, ce n'est pas une fonctionnalité initialement prévue, monsieur. Mais pourquoi avez-vous tant besoin de faire disparaître vos chaussettes ? Je ne comprends pas trop l'objet de votre demande. Pensez-vous que si je rachète une machine neuve, il y aura de nouveau cette fonctionnalité ? C'est un dysfonctionnement qui doit être propre à votre modèle. Je vais faire remonter l'information à mon supérieur. Auriez-vous plus d'informations à me donner, comme la date et le lieu de l'achat, s'il vous plaît ? Ma femme l'a commandé sur Amazon, je crois que c'était en août. J'avoue ne pas avoir conservé la facture, je pensais pas avoir besoin de faire usage de la garantie. Mais là, j'ai vraiment besoin de ce dysfonctionnement. Alors, vous devriez avoir la date d'achat exacte dans votre historique Amazon. Pourriez-vous la consulter, ou bien demander directement à votre femme ? Ma femme n'est pas en état de répondre actuellement. Mais c'était le 27 août 2017, je viens de vérifier. Je veux m'en débarrasser. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est réellement urgent. Merci pour ces informations, je vais pouvoir faire le nécessaire. Mais si vous avez besoin de jeter vos chaussettes, pourquoi ne pas simplement les mettre à la poubelle ? Si je les jette juste, je crois que je vais avoir de gros problèmes. J'ai réfléchi longuement, la machine à laver est la meilleure solution pour moi. J'avoue ne pas trop comprendre, je veux bien vous aider, mais là je crois qu'il y a un élément qui m'échappe. Pourriez-vous être plus explicite ? Ça n'a pas d'importance, je pense que je vais racheter une machine. Merci de votre aide. La première loi de la thermodynamique est un principe directeur de notre univers. L'énergie n'est ni créée ni détruite, mais uniquement transférée. Dans sa forme la plus simple, elle se résume à un seul concept. Si vous voulez quelque chose, vous devez le prendre d'ailleurs. La survie elle-même est enchaînée à ce principe. Nos vies ne se suffisent pas à elles-mêmes, nous devons abattre le bétail, récolter le blé, mettre fin à la vie des autres organismes pour étendre les nôtres. Une ferme n'est ni plus ni moins qu'une récolte de masse de force vitale pour notre propre bénéfice. Un espace dans lequel les créatures vivantes sont entretenues dans le seul but de soutenir notre existence. C'est curieux, n'est-ce pas ? Comme c'est étrange que nous connaissions cette loi depuis plus d'un siècle. Et pourtant, nous nous demandons encore pourquoi Dieu nous a créés. Le papier enveloppe la pierre casse les ciseaux coupent le papier. Qui n'a jamais joué à ce jeu quand il était gosse ? Pierre, papier, ciseaux. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et un horrible. Vraiment horrible.
J'ai toujours défendu à mes enfants de jouer à ce jeu. Mais ces derniers jours, j'ai appris que mon fils Henri se faisait intimider et voler des affaires. Alors j'hésite à faire appel à lui. Vous ne savez pas de qui je parle ? Je m'explique. Le début de mon histoire remonte au printemps 76. J'avais 10 ans à cette époque. J'étais très timide, peu sociable, et je n'avais pas de vrais copains à l'école. On peut dire que j'étais un gamin solitaire. Je me retrouvais souvent seul à la récré malgré les 300 têtes de pipe qui couraient partout dans la cour de récréation. J'ai longtemps été victime de raquettes. 2 redoublants de 6e année qui mesuraient 3 têtes de plus que moi venaient souvent me faire les poches. L'un s'appelait Billy, et l'autre Big Duck, qui en plus d'être con, avait le malheur d'être mon voisin. Le jour où tout a commencé était un jour comme les autres. Billy et Big Duck sont venus me réclamer mon sandwich et des cartes de jeu à la mode. Ce matin-là, j'étais arrivé en retard à l'école et je les avais oubliés. Dans un coin reculé de la cour de récré, j'ai reçu quelques baffes et j'ai mangé un peu d'herbe. Ils sont repartis en rigolant et moi, j'ai tenté de faire bonne figure en me relevant et en montrant aux spectateurs que je n'avais pas mal. L'attroupement s'est dissipé sous les rires et les moqueries habituelles. C'est à cet instant précis que je l'ai vu. Les cheveux filasses, la tignasse ébouriffée, les traits et le nez fin. Ses grands yeux bleus avaient une intensité hypnotique. Il m'a tendu la main et m'a dit s'appeler Sacha. Le timbre métallique de sa voix sonnait bizarrement. Il portait un bermuda déchiré aux cuisses et une chemise blanche pleine de taches. Après l'avoir longuement dévisagé, j'ai fini par lui serrer la main et je lui ai dit que je m'appelais Ricky. Sa main était froide et moite. La sonnerie de la fin de la récré nous a séparés. Une chose était sûre, je n'avais jamais vu ce gamin à l'école. Pendant la récré de l'après-midi, Sacha est revenu me voir et m'a proposé de jouer avec lui. J'ai hésité car elle me faisait un peu peur. Sa tête m'évoquait une poupée malsaine avec des pommettes saillantes et des lèvres d'un rouge vif. Sa peau était pâle et 2 petites veines bleuâtres zigzaguaient sous ses yeux. Il était plus petit que moi, je lui donnais 8, peut-être 9 ans. Je me souviens aussi de quelque chose de très étrange. Quand je le regardais, j'avais l'impression que plus rien d'autre n'existait autour de nous. Il m'a emmené jusqu'au fond de la cour sur un bout de pelouse caché entre 2 saules pleureurs. Près du grillage, à l'abri des regards, on s'est assis en tailleur. Nos genoux s'effleuraient, leur contact était glacial. De sa petite voix discordante, il m'a proposé de jouer à pierre, papier, ciseaux. Ses yeux grands ouverts attendaient ma réponse avec impatience. Il semblait très excité à l'idée de jouer à ça. Après tout, ce n'était qu'un gosse chétif. Pourquoi aurais-je eu peur de jouer avec lui ? J'ai donc accepté. On a mis une main dans le dos et on a fait notre choix. Puis on a dit la formule pierre, papier, ciseaux. J'avais choisi le papier et lui la pierre. Comme le papier enveloppe la pierre, j'ai gagné. Sa défaite l'a rendu fou de joie. Il s'est mis à rire en se tenant le ventre. Son rire était métallique. C'était effrayant. J'étais vraiment mal à l'aise. Il avait perdu et ça le rendait fou de joie. À la fin de son interminable rire, je l'ai entendu murmurer « C'est mon jour de chance, c'est ma nuit de joie ». J'en ai conclu qu'il était complètement taré et j'ai voulu me barrer. Mais il m'a fermement agrippé le poignet. Sa main était glaciale. Il s'est excusé et, comme je n'avais rien d'autre à faire que de m'ennuyer, on a continué à jouer. Chaque fois que je gagnais, Sacha poussait un gloussement très bref et très désagréable. Je ne me rendais pas compte que je gagnais à tous les coups, comme si Sacha connaissait mon choix à l'avance. Soudain, il s'est arrêté de jouer et m'a parlé de ce qui s'était passé ce matin avec Billy et Big Duck, qu'il était anormal que de grands cons me volent mes affaires. Je lui ai répondu que ce n'était pas son problème, et il m'a répondu qu'avant de venir dans cette école, il se faisait lui aussi racketter. Un jour, il a trouvé une solution très simple et terriblement efficace. Curieux, je l'ai écouté sans l'interrompre. À la fin de son explication, je lui ai demandé s'il se foutait pas de ma tronche. Comme réponse, son sourire s'est élargi, et j'ai sursauté quand j'ai découvert 2 rangées de petites dents noires et pointues. J'ai aussitôt baissé les yeux et je regrettais d'être ami avec lui. Pourtant, j'ai cédé, et j'ai accepté sa solution. En fait, selon Sacha, c'était très simple de me débarrasser de Billy. Il me suffisait simplement de penser à lui en jouant une partie de pierre-papier-ciseaux. J'ai joué et... pas lui. Les yeux écarquillés, il regardait la pierre formée par mon poing. « Continue », a-t-il pialé. « Joue pour Big Duck. Joue Big Duck. » C'est ce que j'ai fait. J'ai joué en pensant très fort à Big Duck. J'avais choisi la paire de ciseaux.
C'est alors qu'une chose effrayante est survenue. Le bout d'une langue violacée a surgi entre ses dents. Je me suis sauvé à toutes jambes. En rentrant chez moi, je me posais plein de questions sur Sacha. Dans quelle classe était-il? Où habitait-il? Pourquoi voulait-il m'aider? Et surtout, pourquoi sa langue était violette et ses dents horriblement noires? Une fois à la maison, je me suis jeté sur mon 4 heures. Ma mère m'a alors demandé une chose vraiment très étrange. Une chose qu'elle ne m'avait jamais demandé auparavant. Avais-je joué à pierre, papier, ciseaux? J'ai mal dormi cette nuit-là. Je me réveillais en sursaut. Je croyais entendre le rire glaçant de Sacha et des craquements près de mon lit. Était-ce réel ou non? Je n'en savais rien. Comme dans la plupart des maisons américaines, ma chambre n'avait pas de volet. À chaque pleine lune, une lumière pâle rendait mes meubles et mes murs grisâtres. Quand le vent soufflait, les ombres des branches dansaient sur les murs d'une façon effrayante. Cette nuit-là, le vent soufflait fort et je n'avais pas tiré les rideaux. Un bruit sourd m'a tiré de mon sommeil léger, et j'ai eu l'impression qu'une tête avait frappé violemment un mur. Comme si cela pouvait me protéger, j'ai bondi du lit et j'ai couru pour tirer les rideaux. C'est à ce moment-là que j'ai entendu très distinctement le tapotement d'ongles contre la vitre de ma fenêtre. Une petite voix discordante a alors soufflé près de moi. Ricky a joué. Ricky a gagné. Les gros porcs vont crever. J'ai hurlé. Ma mère a accouru dans ma chambre et m'a demandé ce qui se passait en me berçant contre elle. Je lui ai dit qu'un petit enfant avec des dents noires voulait me faire du mal. Elle a fouillé mon placard, a regardé sur mon lit avant de me dire que j'avais sûrement fait un cauchemar. Puis, elle m'a bordé et m'a caressé les cheveux pour m'endormir. Étrangement, elle ne me regardait pas. Elle scrutait ma chambre, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Je ne la sentais pas plus rassurée que moi. Elle est retournée se coucher en laissant la porte de ma chambre ouverte. Je n'aimais pas dormir la porte ouverte, car depuis mon lit, je voyais le couloir. Et tout au bout de ce couloir, il y avait une fenêtre où s'agitaient de sombres silhouettes. Bon, je savais très bien que c'était des branches, mais la nuit, quand il fait sombre, était-ce vraiment des branches? J'ai fini par m'endormir aux premières lueurs du jour, un peu avant que ma mère ne vienne me réveiller pour prendre mon petit déjeuner. J'étais crevé. Il s'est passé quelque chose d'horrible dans la cour de récréation. J'ai entendu un hurlement qui provenait de l'emplacement où nous avions joué la veille avec Sacha, c'est-à-dire sous les deux seuls pleureurs. Un petit garçon y était sorti en courant. Ses mains, son visage, ses habits étaient couverts de sang. J'ai alors fait comme tous les écoliers qui ont vu ce gamin. J'ai hurlé en courant jusqu'au préau. Une semaine plus tard, après la réouverture de l'école, on a appris que Billy était mort dans de terribles circonstances. Pour préserver ma sensibilité, ma mère ne voulait pas m'en dire plus. Cependant, certains parents n'étaient pas aussi attentionnés, et une rumeur a vite enflé dans la cour de récré. Billy aurait été massacré à coups de pierre, et il ne resterait de son corps que des touffes de cheveux et une bouillie sanguinolente mélangée à ses vêtements. Certains élèves disaient que Billy avait été massacré par un monstre de pierre avec de longues dents noires. Beaucoup d'enfants ont été interrogés, et tous ont à peu près dit la même chose. Billy n'était pas un type sympa et avait la fâcheuse tendance à laisser l'empreinte de ses doigts sur les visages des écoliers. Pour ma part, je n'ai rien dit. Pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute que j'étais impressionné par ces hommes en uniforme, mais aussi par le fait que je commençais à croire à la solution simple et efficace de Sacha. Au fond de moi, j'avais peur qu'on me soupçonne aussi du meurtre. Je sais, c'était complètement stupide, mais je réagissais comme un gamin de 10 ans. Après le massacre de Billy, l'ambiance à l'école n'était plus la même. Les enfants jouaient toujours, mais on sentait un climat de défiance, comme si chaque élève se méfiait de son voisin. De grands panneaux opaques entouraient l'emplacement du meurtre, et personne ne pouvait s'y approcher. Moi, je passais mes récrés à tenter d'apercevoir la tignasse blanche de Sacha. En vain. Je me suis renseigné auprès des autres élèves, mais aucun ne connaissait ou n'avait vu Sacha. J'ai fini par abandonner en pensant que j'avais joué avec un vagabond, un gosse qui vit dans une caravane et qu'il était reparti sur la route avec ses parents. L'école a été sous surveillance policière jusqu'à ce que le responsable du meurtre, un échappé de l'asile psychiatrique du comté voisin, soit arrêté. C'était à peu près un mois après la mort de Billy. Inutile de vous dire que les parents, les élèves, le personnel de l'école et moi-même étions soulagés. L'arrêt du meurtrier a fait cesser ce cauchemar où je me voyais massacrer Billy à coups de pierre. Depuis la mort de Billy, son pote Big Duck n'emmerdait plus personne. Il passait son temps assis sur un banc, le regard sur ses pieds. Il avait l'air aussi paumé que je pouvais l'être à l'époque. Le voir si triste et si seul me faisait vraiment pitié. J'ai décidé d'aller le voir car au fond de moi, je me sentais un peu coupable d'avoir souhaité la mort de son copain.
C'est drôle, mais on a tout de suite sympathisé. Après m'avoir fait ses excuses, il m'a rendu des cartes de jeu et une vieille figurine d'un personnage de manga. On est rentrés ensemble après l'école, et on s'est même dit au revoir devant nos pavillons, puisque c'était mon voisin. Fou de joie d'avoir un pote hyper costaud, j'ai mangé mon goûter avec appétit, et j'ai jacté avec ma mère comme jamais. Elle ne m'avait jamais vu aussi joyeux et bavard en rentrant de l'école. D'habitude, j'étais d'humeur maussade. Je disais 3 mots, je mangeais un morceau de pain, puis je montais faire mes devoirs avec autant de joie qu'un type proche de la mort. Ce soir-là, après avoir discuté de beaucoup de choses avec ma mère, je suis monté me coucher le cœur joyeux. Dans mon lit, j'ai regardé les cartes que m'avait volées Duck à l'époque, où c'était un gros coup. J'étais super content de retrouver plusieurs de mes héros préférés. Alors que j'allais mettre mes cartes dans le tiroir de ma table de nuit, j'ai arrêté mon geste, le regard fixé sur ma dernière carte. Le sigle PPCM était inscrit en rouge sur fond noir au recto de cette carte. J'ai tout de suite compris que PPC voulait dire pierre, papier, ciseaux. Mais que signifie le M? La main tremblante, j'ai retourné la carte et un sentiment d'effroi m'a traversé le corps. Je n'arrivais pas à croire son titre. Règles et conseils du jeu pierre, papier, ciseaux, massacreur. 1. Asseyez-vous face à votre adversaire. 2. Mettez une main derrière le dos. 3. Formez une pierre, un papier ou un ciseau avec la main cachée. 4. Jouez. 5. Le papier enveloppe la pierre. Bravo, vous avez gagné. 6. La pierre casse le ciseau. Encore gagné. 7. Le ciseau coupe le papier. Vous êtes un champion. 8. Dans tous les cas contraires, vous avez perdu. 9. Ce jeu, puisant sa source dans l'ancienne tradition occulte et guerrière, il est fortement déconseillé d'y jouer avec un esprit de vengeance. 10. Le créateur du jeu est l'enfant aux cheveux blancs. 11. Ne jouez pas avec l'enfant aux cheveux blancs. 12. Vous ne devriez pas être en possession de cette carte. Rendez-la. 13. Si vous jouez avec l'enfant aux cheveux blancs, ne gagnez pas. 14. Si vous gagnez, alors il est trop tard. Le massacreur est en chemin. En criant comme si je m'étais ébouillanté, j'ai jeté la carte par terre, puis je rangeai toutes les autres dans le tiroir avant d'éteindre ma lampe de chevet. Caché sous les couvertures, je tremblais comme une feuille. Je me disais que c'était un cauchemar, qu'il était impossible qu'une carte mentionne Sacha, l'enfant aux cheveux blancs. Heureusement, ma mère est venue me border. Elle m'a trouvé fiévreux, m'a demandé si j'allais bien avant de me prendre ma température. Non, ça n'allait pas, et je lui ai tout déballé depuis le début. Elle m'a attentivement écouté et ne m'a pas interrompu jusqu'à la fin de mon histoire. Pendant celle-ci, elle me regardait assez bizarrement, avec un petit sourire en coin. Soit elle ne me croyait pas, soit elle se moquait de moi. Cela m'a un peu énervé et j'ai sauté hors du lit pour reprendre la carte et la lui montrer. Elle ne l'a même pas regardée, m'a simplement dit en me caressant le visage « T'inquiète pas, mon chéri, tous tes problèmes à l'école vont se régler et tes notes vont s'améliorer. » Puis elle est sortie de la chambre en chantonnant une berceuse que je n'avais jamais entendue. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Sans cesse, je me répétais les règles de la carte. Sans cesse, je revoyais le visage constellé de petites veines bleues de Sacha. Sa langue violacée, ses dents pointues, ses lèvres écarlates. Je regrettais d'avoir pensé à Billy et à Big Duck en jouant. Maintenant, je voulais que Big Duck reste mon ami et que rien ne lui arrive. Je me suis rassuré en me disant qu'un fou échappé de l'asile avait massacré Billy, que Sacha n'avait rien à voir avec le meurtre. Mais pourquoi cela s'est-il produit à l'endroit où j'avais joué à pierre, papier, ciseaux avec Sacha? Pourquoi l'avait-on tué à coups de pierre? J'ai eu des sueurs froides en repensant à ma partie de PPCM. J'avais choisi la pierre en pensant à Billy. Je ne sais plus quelle heure il était quand j'ai entendu le tapotement d'ongles contre la vitre de ma fenêtre. Je me suis réveillé en sursaut. J'étais en sueur, je tremblais de partout. Alors que je croyais avoir fait un cauchemar, une petite voix glaciale m'a susurré à l'oreille « C'est mon jour de chance, c'est ma nuit de joie. » J'ai allumé précipitamment ma lampe de chevet, et Sacha n'était pas près de mon lit, ni derrière ma fenêtre. Je me suis calmé en respirant lentement, comme ma mère me l'avait appris pour évacuer mes angoisses. Elle avait laissé la porte de ma chambre ouverte. Au bout du couloir, la pâle lumière de la lune formait un halo étrange autour de la fenêtre. Derrière, les ombres noires et des branches étaient fixes. J'avais la gorge sèche, et un verre d'eau fraîche m'aidait toujours à me rendormir. La nuit, je préférais boire de l'eau du robinet de la salle de bain qui se trouvait à gauche de la fenêtre, au fond du couloir, plutôt que de descendre à la cuisine située au rez-de-chaussée. De plus, la porte de la salle de bain se trouvait face à la chambre de ma mère.
Si la salle de bain ne s'était pas trouvée à cet endroit, je crois que jamais je n'aurais eu le courage de boire un verre d'eau en pleine nuit. Je me disais toujours que si un monstre surgissait dans le couloir, ma mère était assez proche pour me sauver. En marchant vers la salle de bain, j'ai toujours l'impression que quelque chose m'observait. Je n'étais qu'un gosse et un gosse s'imagine vite qu'une silhouette blanchâtre avec des longs doigts crochus va surgir du noir ou s'allonger depuis le plafond pour vous croquer un morceau de tête. Je suis arrivé devant la salle de bain avec un certain soulagement. D'habitude, je ne regardais jamais par la fenêtre de peur d'y voir un monstre m'observant depuis le jardin. Mais cette nuit-là, une lumière a attiré mon regard. Elle provenait de la maison de Big Duck. Savoir qu'il était là, à une dizaine de mètres de moi, m'a fait sentir en sécurité. Je suis resté une poignée de secondes à observer cette lumière provenant d'un couloir dont j'apercevais une rangée de portes sur la gauche et la dernière marche d'un escalier tout au bas. La lumière de ce couloir a grésillé avant de s'éteindre, et j'ai eu la désagréable impression que ce n'était pas normal. Au moment où j'allais rentrer dans la salle de bain, le couloir du voisin s'est rallumé, éteint, rallumé sur deux jambes affreusement maigres. J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer mon cri. Les jambes étaient d'un blanc cadavérique et se rapprochaient de la fenêtre en faisant de grands pas. Attaché aux hanches squelettiques, le reste d'un corps cassé en deux glissait derrière elle. On dirait le buste d'un squelette avec des os épais. Ce buste s'est dressé sèchement devant la fenêtre, la grandeur de cette horreur était surnaturelle. Son crâne pointu touchait le plafond. Ce long bras se finissait par deux pinces, enfin non, ce n'étaient pas des pinces, mais des paires de ciseaux d'os. La chose le faisait claquer devant lui. Son visage était monstrueux, ovale et de travers, penché d'un côté, puis de l'autre. Il était si horrible qu'aujourd'hui, il m'est toujours impossible de le décrire en détail. Toutefois, ses yeux sortaient de leur orbite et ils étaient d'un bleu intense, comme ceux de Sacha. Une main m'a agrippé l'épaule. J'ai frôlé arrêt cardiaque. Droit comme un I, ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre. Elle a ouvert les bras et je me suis précipité. Je tremblais de tout mon corps. J'avais mal à la mâchoire tellement mes dents claquaient. Elle m'a serré contre elle, m'a consolé en me disant que tout serait bientôt terminé. Un hurlement inhumain traversait la nuit. Je regardais par la fenêtre et j'ai vu Duck courir dans le couloir avant de tomber. Heureusement, le monstre n'était plus là. Toujours au sol, Duck s'est retourné et a mis un bras en opposition. Les doigts de sa main puis son poignet sont cassés vers l'arrière. D'un coup, il s'est mis à gigoter, comme si quelque chose le frappait. Des jets de sang giglaient de son corps et zébraient d'un rouge vif les murs et les portes du couloir. C'était l'horreur. J'étais en état de choc. Je n'arrivais même plus à hurler. Ma mère m'a traîné jusqu'à son lit en chantant cette horrible comptine au rythme discordant. Une fois couchée, elle m'a susurré à l'oreille que j'étais un agneau de lait, que c'était pour mon bien qu'elle avait fait ça, que je ne souffrirais plus jamais. Voilà, vous connaissez les événements du printemps 76. Pour ma part, je n'ai compris ces horreurs qu'à l'ouverture du testament de ma mère. Elle m'a légué une petite somme d'argent économisée après la vente de la maison, car je ne voulais plus y habiter. Dans ces affaires, j'ai retrouvé un coffret en bois vermoulu. J'ai découvert une espèce de parchemin jaunâtre. Quand je l'ai déplié, la carte des règles de pierre, papier, ciseaux massacreur est tombée à mes pieds. Je n'avais jamais retrouvé cette carte. Pendant des années, les psys et ma mère ont prétendu que cette maudite carte était le fruit de mon imagination, tout comme le meurtre de Big Duck tué par un évadé de prison. Sur le parchemin, deux prénoms étaient inscrits en lettres brunâtres, sans doute du sang. Billy et Duck. Dernièrement, j'ai appris qu'Henri, le plus jeune de mes trois gamins, se faisait emmerder par les balaises de son école. Je suis intervenu auprès de la direction et des parents, mais comme ils sont aussi cons que leurs sales gamins, rien n'a changé. Chaque jour qui passe, je me demande comment résoudre ce problème. Henri est aussi chétif et timide que je l'étais à l'époque. Cela commence à se voir sur ses résultats scolaires. Je ne veux pas que mon fiston devienne comme moi, un manutentionnaire de supermarché. Je veux qu'il étudie, qu'il aille à l'université pour être avocat ou sénateur. On pourrait déménager, mais ma femme tient à rester dans son village natal. Elle dit que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Moi, je n'y crois pas une seconde. Et si je proposais à Henri de faire une partie de pierre, papier, ciseaux massacreur avec un enfant aux cheveux blancs? Après tout, Sacha n'avait fait de mal qu'à Billy et à Big Duck. Il me suffirait d'écrire avec mon sang le nom de ces petits connards sur le parchemin et de lire les règles de pierre, papier, ciseaux massacreur. Ouais. Et je crois que c'est la meilleure solution. Depuis plusieurs années, il est devenu très facile d'obtenir ce que l'on veut. Il suffit de quelques clics et le tour est joué.
Internet a tout simplifié. N'importe qui peut utiliser un ordinateur et altérer la réalité. Cette abondance d'informations, obtenue grâce à un simple clic, est arrivée à un tel point qu'il est difficile maintenant d'imaginer notre vie sans. Quand même, il y a de ça une génération, quand les mots streaming ou torrent n'avaient pas de sens en dehors des cours d'eau, les gens devaient se retrouver face à face pour s'échanger logiciels, programmes, jeux de cartes et autres cartouches. Il est vrai que la grande majorité de ces rencontres avaient pour but de s'échanger des jeux populaires, comme King Quest. Pourtant, il existait une minorité de programmeurs qui faisaient passer leur propre création lors de ces échanges, et si le jeu était suffisamment divertissant et bien programmé, celui-ci était passé de main en main jusqu'à attirer l'attention d'un potentiel éditeur. Ces jeux-là étaient rares et considérés comme de véritables artefacts, recherchés par les collectionneurs à travers tout le pays. Pourtant, Pal Luna n'était jamais sorti de la région de San Francisco. Toutes les copies recensées restaient dans cette zone. Tous les ordinateurs ayant un jour fait tourner ce jeu se situaient dans les environs de cette ville. Cela est explicable par le petit nombre d'exemplaires mis à disposition par le programmeur. Pal Luna était un jeu d'aventure textuelle, une fiction interactive, dans la même veine que Zork ou The Looking Horror. Il avait été créé dans la même période que ces deux jeux, période durant laquelle ce genre était à la mode. Au début du programme, il n'y avait qu'un écran noir, excepté quelques lignes de texte. Vous êtes dans une salle sombre. Le clair de lune brille par la fenêtre. Il y a de l'or dans un coin, ainsi qu'une pelle et une corde. Il y a une porte qui donne vers l'est. Que souhaitez-vous faire ? C'est ainsi que commençait ce jeu, décrit dans des vieux fanzines comme énigmatique, sans aucun sens et totalement injouable. Le jeu acceptait alors les choix suivants. Prendre or, prendre pelle, prendre corde, ouvrir porte, aller vers l'est, dans cet ordre. Puis le joueur recevait les instructions suivantes. Prenez votre récompense. Pal Luna vous sourit. Vous êtes dans la forêt. 3 chemins s'offrent à vous. Nord, ouest et est. Que souhaitez-vous faire ? Ce qui a rapidement frustré le peu de joueurs ayant eu l'occasion de tester ce jeu était le comportement confus et buggé de la phrase suivante. En effet, seule une direction était la bonne. Par exemple, dans notre cas, toute tentative d'aller dans une autre direction que le nord se soldait par un freeze complet du système, obligeant les joueurs à redémarrer leur ordinateur. De plus, chaque nouvelle séquence de jeu était une répétition de l'écran précédent. La seule chose qui changeait était les directions proposées. Encore pire, les commandes classiques de ce type de jeu étaient inutiles ici. Les seules actions acceptées par le jeu, autres que celles du mouvement, étaient « utiliser or », auquel le jeu répondait par le message suivant. Vous ne pouvez pas utiliser cela ici. Ou bien « utiliser pelle » qui affichait « Vous ne pouvez pas utiliser cela maintenant. » et aussi « utiliser corde » qui faisait surgir le texte « Vous avez déjà utilisé ceci. » La majorité de ceux qui ont joué à ce jeu continuaient pendant quelque temps, jusqu'à en avoir marre de devoir redémarrer leur ordinateur à chaque freeze et jeter la disquette du jeu à la poubelle, décrivant cette expérience comme une horrible blague mal programmée. Toutefois, il y a une chose sur le monde des ordinateurs qui ne change pas malgré l'époque. Ceux qui les utilisent ont beaucoup trop de temps libre à combler. Un jeune homme du nom de Michael Nevins a un jour décidé de découvrir si Pal Luna avait plus à offrir que ce que la majorité des gens avaient pu apercevoir. Après 5 heures de jeu, 33 tentatives et beaucoup de câbles débranchés, il avait finalement réussi à faire afficher au jeu un texte différent. Ce nouvel écran affichait Pal Luna affiche un large sourire. Il n'y a aucun chemin. Pal Luna affiche un large sourire. La terre est souple. Pal Luna affiche un large sourire. Ici. Que souhaitez-vous faire ? Il aura fallu 1 heure pour que Nevins trouve la bonne combinaison d'actions pour progresser dans le jeu. Creuser trou, déposer or, reboucher trou. Cela fait, un nouveau texte était affiché. Félicitations. À ce stade, le jeu n'acceptait plus aucune commande, et il fallait redémarrer l'ordinateur une dernière fois. Après avoir longuement réfléchi, Nevins était arrivé à la conclusion que ces nombres étaient en fait une latitude et une longitude. Celle-ci conduisait à un point dans une forêt qui surplombait le parc volcanique de la Seine. Comme il avait beaucoup de temps libre, il avait décidé d'aller voir de lui-même ce qui signifiait la fin de Pal Luna. Le lendemain, armé d'une carte, d'une boussole et d'une pelle,
Il parcourut le sentier du parc dans la forêt, impressionné par le fait que chaque fois qu'il tournait à un carrefour, c'était exactement dans le même sens que celui du jeu. Plus d'une fois, il regretta d'avoir emmené les outils pour creuser, mais finalement, il se convainquit que vu la similarité entre sa journée et ce qu'il avait vécu dans le jeu pour le moment, il y avait sûrement un trésor enterré quelque part à la clé. À bout de souffle, après son périple en quête de l'endroit qu'indiquaient les coordonnées, il arriva finalement dans une petite clairière, dans laquelle il trouva un amas de terre retourné. Excité comme il devait l'être pour avoir peut-être trouvé un trésor, ce serait un doux euphémisme de dire qu'il fut choqué en découvrant à la place la tête d'une petite fille blonde, dans un état de décomposition avancée. Il alerta aussitôt les autorités. L'enfant fut identifié. Il s'agissait de la petite Karen Paulsen, 11 ans, portée disparue par le département de police de San Diego depuis plus ou moins 1 an et demi. Des efforts ont été faits pour retrouver la piste du programmeur de Pal Luna, mais le grand flou régnant dans le milieu des échanges de jeux conduisait à bien des impasses. Les collectionneurs offriraient jusqu'à $6000 pour une copie authentique du jeu. Le reste du corps de Karen ne fut jamais retrouvé. Je vous ai vu alors que je rentrais dans le magasin. On aurait dit que vous étiez là depuis un moment. Mon caddie était vide, à l'exception du soda que j'avais jeté dedans, vu que je n'étais qu'au premier rayonnage, juste derrière la porte. Vous aviez déjà votre caddie à moitié plein d'aliments. Et un bébé en pleurs. Et un autre enfant qui traînait des pieds, comme s'il se préparait à piquer une colère. Votre enfant, je présume, a 4 ans. Je peux voir votre frustration prendre de l'ampleur devant son comportement. Je ne vous suivais pas intentionnellement, nous avions juste tous les deux besoin de provisions, je suppose. Vous avez acheté des corn pops, qui sont, je me range entièrement du côté de votre fils, les pires céréales qu'un individu peut avoir le malheur de manger. Il voulait des cocos à puff. Moi, je suis plus Frosties, mais j'ai pris des cocos à puff aussi. Notre destination suivante a été le rayon gâteau apéro. Vous, madame, avez acheté des bretzels. Ceux qui sont petits et noués. Pourquoi pas? J'ai toujours préféré ceux de forme allongée. Le taux de sel est plus convenable. Je vous ai entendu essayer de faire taire votre fils. Le bébé n'y peut pas grand-chose, mais Derek, lui, le peut. Vous n'êtes pas encore implorante. Cela viendra 3 rayons plus tard. Pour le moment, vous êtes une inébranlable figure de sévérité. J'ai acheté des ramens pendant que vous choisissiez une soupe. Je partage le dégoût de Derek pour la soupe à la tomate. C'est vrai que ça a la saveur répugnante du ketchup chaud. Sa colère monte d'un cran. Il agrippe votre caddie en glissant ses doigts entre les grilles et le secoue violemment en hurlant tremblement de terre. Et cette blague terrifie le bébé. Vous l'avez giflé fort, et maintenant, il tient sa tête entre ses mains. J'affectionne également les catastrophes naturelles, mais je préfère les ouragans. J'apprécie qu'on leur donne des petits noms. C'est rassurant de donner un nom humain à la destruction. Maintenant, je vous suis vraiment. Je suis intéressé par l'histoire de Derek. Je vous regarde remplir votre caddie de nourriture. Je suis si distrait que j'en oublie presque d'acheter du beurre de cacahuète, celui qui croustille. Mes enfants l'adorent. Je préfère l'onctueux, mais l'amour d'un parent, vous savez ce que c'est, madame, pas vrai? Nous faisons tous des sacrifices. Je vois Derek essayer de mettre furtivement un pack de Capri Sun dans le caddie. Il n'est pas encore très discret. Vous lui hurlez dessus en lui arrachant la boîte des mains. Je vous laisse un peu d'avance et je la mets dans mon chariot. Je vais être honnête. J'ai été distrait quelques minutes. J'avais besoin d'aller au rayon pâtisserie. J'avais promis à mes enfants que nous ferions un gâteau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je suis revenu, vous étiez à l'angle des rayons bébé et nourriture. Derek pleurait et vous lui hurliez dessus, presque en larmes vous-même. Vous lui avez tourné le dos et avez fait mine de partir. Vous avez laissé Derek, en pleurs, sur le sol du magasin. Vous aviez juste l'intention de faire quelques rayons, puis de revenir en espérant qu'il comprendrait la leçon. J'ai déjà vu ça avant. Je comprends. Mais vous ne devriez jamais faire ça. Vous savez que Derek a un visage très efféminé. Vous avez laissé pousser ses cheveux. Je pense qu'il serait très bien en blonde. Beaucoup de filles portent la coupe pixie de nos jours. Et j'ai une robe en plus, pile à sa taille dans mon camion. Il y a Anna et Elsa dessus. Les gosses adorent la Reine des Neiges. Je pourrais le réconforter.
lui faire un câlin, lui promettre de lui apporter un soda et des bonbons. Nous serions partis avant que vous ne fassiez demi-tour. Il adorerait mon camion rouge. Tous mes enfants l'adorent. Quand ils ouvrent la boîte à gants, elle est remplie de jouets. Je pense que Chase a laissé sa Nintendo 3DS sur le fauteuil, encore une fois. Derek pourrait y jouer. Derek est un prénom trop dur pour un enfant aussi délicat. Je préfère Savannah. Voyez-vous, madame, quand l'alerte enlèvement sera déclenchée, ils chercheront un garçon avec des cheveux bruns en pagaille, une veste bleue, un t-shirt Batman gris, avec un jean et des Converse. Savannah ne correspondra pas à cette description. Elle va adorer ses nouveaux frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire un gâteau. J'ai trop d'enfants pour l'instant, et c'est dur de nourrir une famille de 7. Savannah va devoir attendre. Rebonjour tout le monde. J'ai pu voir que ma lettre ouverte a suscité votre intérêt. Certaines personnes ont pensé que je faisais subir des choses horribles à mes enfants. Des choses qui me retournent l'estomac rien que d'y penser. Je ne suis pas un monstre. J'aime mes enfants. Je me suis dit que si je refaisais une vidéo, vous verriez que mes enfants sont très heureux et en bonne santé. Ah bon, bientôt ce sera un jour très spécial. Mon aînée, Claire, va avoir 13 ans. Ce ne sera plus une enfant, et je cherche des idées pour fêter ça. Peut-être que vous pourriez m'aider à organiser la meilleure fête d'anniversaire possible pour ma première fille. J'ai adopté Claire quand elle n'avait que quelques mois. Sa mère n'était pas en mesure de s'occuper d'elle. J'habitais à New York à l'époque, et j'avais une boulangerie préférée à laquelle j'allais le mercredi quand ils faisaient des croissants aux amandes. J'avais mon itinéraire habituel, et je voyais souvent une femme avec son bébé dans les bras ou dans une poussette. C'était sûrement une mère célibataire. Elle avait toujours l'air épuisée ou pressée. C'était probablement son premier enfant aussi. Elle oubliait parfois de boucler la ceinture de la poussette ou de mettre un gilet à la petite. Elle faisait de son mieux, je suppose, mais elle n'avait pas encore tout à fait l'instinct maternel. Un jour, sur mon chemin, j'ai vu le bébé dehors dans la poussette, mais la mère était introuvable. Il faisait très froid pour un mois d'octobre, et comme d'habitude, la petite ne portait qu'un t-shirt à manches longues et un pantalon. Pas de gilet, pas de bonnet, pas de gants, et pas de couverture pour lui tenir chaud. Je me suis arrêté et j'ai attendu. J'avais prévu de faire un sermon à la mère et de lui acheter des vêtements pour sa fille. Mais elle n'est pas venue. Et j'ai dû attendre 5 bonnes minutes. Mais ça m'a paru être des heures. La petite pleurait et ça m'a brisé le cœur. Je n'avais pas l'intention de prendre l'enfant. Mais la mère n'était pas revenue, et les pleurs s'intensifiaient. Alors je l'ai prise dans mes bras, enveloppée dans ma veste et ramenée avec moi à la maison. On a quitté New York peu de temps après, et on a vécu sur la route depuis. C'était un bébé merveilleux, calme et heureux. De loin mon enfant le plus facile jusqu'à aujourd'hui. Elle sait que je l'ai enlevé des bras d'une mauvaise mère, et elle n'a jamais voulu en savoir plus sur cette femme. Je lui ai offert une vie merveilleuse, et un accès illimité à la culture et à l'éducation. Est-ce que vous savez que beaucoup d'États proposent une scolarité en ligne? C'est vrai. C'est tellement génial de laisser les enfants apprendre leur rythme. Une fois que notre tribu s'est agrandie, on a même organisé des expos sciences tous ensemble. Claire est une enfant spéciale. Je pensais qu'elle allait être une enfant unique très longtemps. Mais j'avais remarqué qu'il lui manquait la compagnie d'un frère ou d'une sœur. Je ne me souviens pas d'où on était. Ohio peut-être. Et on s'était arrêté dans une ville pour quelques jours. Il y avait un joli parc, mais il était presque tout le temps vide. La plupart du temps, on n'était que tous les deux. Mais quelquefois, un petit garçon et une petite fille nous rejoignaient. Ils ne sont jamais venus avec leurs parents, et ils lorgnaient sur notre pique-nique avec des yeux affamés. Très vite, je me suis mis à préparer des sandwichs en plus et à emporter des puddings et des briques de jus de fruits supplémentaires. Le jour où on avait prévu de quitter la ville, je me suis finalement aperçu que leurs vêtements n'avaient jamais été changés, quand j'ai reconnu la tache d'herbe que le petit garçon s'était fait en sautant de la balançoire. Ce soir-là, Claire m'a parlé de ses amis. Ça l'inquiétait de les voir toujours affamés, et il lui avait dit qu'elle ne pouvait pas les jouer chez eux parce que leur maison n'était pas sûre. Je n'avais pas remarqué les bleus sur leurs pommettes, mais Claire, si.
Elle m'a demandé si on pouvait les adopter, comme je l'avais fait pour elle. Et c'est comme ça que notre famille s'est agrandie pour la première fois. Mais pas la dernière. J'avais de bons revenus, grâce à mes petits boulots par internet. Pas mal de commandes d'œuvres d'art, de retouches, etc. Mais j'ai réalisé que ma vraie passion c'était d'aider les enfants. Alors, j'ai commencé à prendre des cours en ligne pour devenir un travailleur social. Claire dit qu'elle veut faire comme moi quand elle sera grande. C'est elle qui a commencé notre tradition de cochon tirelire. Chaque enfant a une tirelire en forme de cochon, qu'ils peuvent customiser comme ils veulent, et ils mettent leur argent de poche dedans pour économiser pour la fac. Elle est tellement intelligente et sage pour une enfant. La sienne a une jolie couronne de fleurs bleues peinte sur la tête du cochon. Je suis désolé, je me suis égaré. C'est juste que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ma famille. Ce sont tous des enfants tellement géniaux. Mais je devrais revenir à ce qui nous importe. L'anniversaire de Claire. Elle adore le vert et le bleu, alors je pensais acheter des serviettes en papier et des assiettes en carton de cette couleur. Est-ce que quelqu'un aurait un lien pour des lampions ou des banderoles dans ces tons-là? Elle adore le dessin animé Réponse, alors j'avais pensé faire un lâcher de lanterne pour elle. J'ai une robe Réponse qui vient du Disney Store, je suis sûr qu'elle va adorer. On a déjà fait un cake pour les jumeaux, alors je me disais peut-être un gâteau au chocolat. On est de retour sur la côte Est en ce moment, donc si quelqu'un connaît une bonne pâtisserie, je suis tout oui. Je pensais à un gâteau décoré en pâte à sucre. En général, j'achète un jeu de société à chaque anniversaire et on y joue en famille. On a déjà Brise pas la glace, Cluedo, Monopoly. Vous en connaissez d'autres que votre famille aime? Le préféré de Claire, c'est Cluedo. J'avais pensé à Candyland, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que Twister est encore à la mode? Enfin bref, la grosse surprise que je vais annoncer, c'est que Claire va aller au Space Camp. Après la fête, je vais laisser George s'occuper des autres. C'est le deuxième plus vieux, il a 10 ans. Claire et moi, on va prendre la route. Mais on n'ira pas au Space Camp. J'ai choisi un joli coin. Il y a plein de fleurs bleues, les mêmes que sur sa tirelire. J'ai déjà creusé le trou. Personne ne devrait nous déranger. J'ai acheté un beau couteau de chasse et j'ai prévu de lui trancher la gorge. Ça me paraît d'être la méthode la plus humaine. Un pistolet, ça attire trop l'attention. Et je ne pense pas être capable de la matraquer à mort. Je ne veux pas qu'elle ait peur. Je suppose que je pourrais l'étrangler. Mais c'est une si belle enfant, enfin je veux dire, une si belle jeune fille. Et je n'ai pas envie de lui faire de vilaines marques pour son dernier jour. Vous voyez, c'est pour ça que sa fête doit être parfaite. C'est sa dernière fête. J'adore les enfants. Mais elle ne sera plus une enfant. Vous êtes chez vous, seul. Le film à la télé vient de se terminer, et vous regrettez pour la énième fois d'avoir passé votre soirée devant le petit écran au lieu de continuer votre livre. Il fait nuit dehors depuis maintenant un bon bout de temps. Les jours ont bien raccourci. Vous bâillez. Déjà 23h30. Décidément, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec toutes ces pubs. Le film ne durait que 2 heures. Vous éteignez la télévision, oubliant que cela vous plongerait dans le noir complet. La pluie tambourine sur la toiture. Le tic-tac de l'horloge résonne dans toute la maison, vous rappelant votre solitude et votre vulnérabilité. Un frisson vous parcourt l'échine, tandis que vous avancez vers l'interrupteur, les bras tendus afin de ne rien heurter. La lumière apparaît, vous éblouissant quelque peu. Vous vous sentez rassuré. Qu'est-ce que je suis stupide à m'effrayer pour un rien. À croire que je n'ai pas évolué depuis mon enfance, et qu'une partie de moi croit encore aux méchants monstres qui se cachent dans le noir. Vous regardez par la fenêtre de votre salon ce qui se passe à l'extérieur. La tempête, toujours. Les quelques éclairages publics dessinent sur le sol des ombres étranges. On dirait des silhouettes humaines qui tendent leurs longs bras vers vous, comme pour vous demander de l'aide. Vous sursautez. Là, juste devant votre porte, il y a quelqu'un. Vous reculez d'un pas machinalement. Pas de panique, pas de panique. La maison est fermée à clé. Il ne peut pas entrer. Non. Vous avez oublié de tourner la serrure ce soir. L'angoisse monte. Vous essayez de vous rassurer. Il n'est peut-être pas méchant. Vous fixez cet homme, tentant de vous cacher le mieux que vous pouvez. Il ne doit pas vous voir. Non, surtout pas. Mais combien a-t-il de bras? Vous comptez. De longues secondes se sont écoulées.
Que veut-il à la fin? Il bouge sa tête. Ses 8 bras ondulent dans l'air. Mais il reste les pieds cloués au sol. La boule au ventre, vous continuez votre observation, bien que celle-ci soit rendue difficile par les ténèbres ambiants. C'est là que vous vous rendez compte de l'impossible. Pendant tout ce temps, vous fixiez l'arbuste de votre jardin dont les branches étaient agitées par le vent. Vous riez nerveusement. Un flash lumineux, le tonnerre, la coupure d'électricité, celle que vous ne voulez jamais rencontrer lorsque vous êtes seul la nuit. C'est pas vrai. Vous montez les escaliers tout doucement. Il ne faudrait pas louper une marche dans l'obscurité. Le vent souffle fort dehors. Vous entendez murmurer votre prénom. Vous tournez la tête, le cœur battant à tout rompre. C'était juste derrière vous, mais non, il n'y a rien. Ou plutôt vous ne voyez rien. L'ascension vers votre chambre continue. Enfin vous êtes à l'étage. Votre chambre est à gauche, il faut juste traverser le couloir. Vos yeux se sont maintenant habitués à l'obscurité. C'est rassurant, vous pouvez à peu près voir où vous allez. Vous pouvez aussi voir cette silhouette remuant à l'autre bout du couloir. À peine avez-vous eu le temps de pousser un cri que quelqu'un souffle votre prénom dans votre nuque. Vous vous retournez d'un coup. La pluie tombe de plus en plus fort. Le vent fait trembler les murs de la maison. Un claquement assourdissant, des aboiements. Ça vient du salon. Il est entré, c'est sûr. Les animaux sentent leur présence. Vous ne pourrez pas dormir en sachant cette chose chez vous. Il faut descendre. Tremblant de tout votre être, vous retournez sur vos pas. Encore ce souffle dans le cou. Encore ce murmure. Toujours ces aboiements crispants. La porte d'entrée est ouverte. Le vent et la pluie s'engouffrent dans la maison avec une puissance incroyable. Vous regardez vite dehors sans rien remarquer de spécial. L'arbuste remue violemment. Après avoir fermé la porte à double tour, vous restez un moment dans l'entrée, tentant de discerner quelque chose qui pourrait s'apparenter à un être vivant. Votre chien se tait soudainement. Il semble n'y avoir rien de spécial dans cette pièce. Finalement, après avoir caressé votre animal de compagnie, vous décidez de remonter à l'étage. Il est encore là, au bout du couloir. C'est un cauchemar, il vous fixe. Mais qui est-il? Il a 2 bras. Mais bien sûr, le miroir, il est votre reflet. Comment ai-je pu être aussi stupide? Enfin, vous poussez la poignée de la porte de votre chambre et entrez. Il fait froid. Un souffle. Votre prénom encore. Vous hurlez n'en pouvant plus. Ah, qu'est-ce que tu sois, laisse-moi tranquille, je t'en prie! C'est alors que vous remarquez que la fenêtre est ouverte. Encore un courant d'air, le vent glisse sous les volets et semble murmurer. Vous le connaissez aussi bien que moi. Ce monstre, plus effrayant que n'importe quelle créature fantastique, plus terrifiant que n'importe quel tueur psychopathe. Ce monstre qu'est l'imagination.